Donc les solutions, ben, vous avez compris maintenant, hein, le mal est fait. Donc quand on parle de développement durable, de croissance verte, de capitalisme vert, ça va être un peu juste, ça va être compliqué. La simple et bonne raison, c'est qu'il y a trop, enfin on fait trop confiance à des solutions qui sont en fait de fausses solutions, parce qu'elles dépendent des énergies fossiles pour de toute façon se développer. Hein, la voiture électrique, l'éolien, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'idéal, pour bien faire, pour éviter de se mentir, il faudrait donc du coup faire 2 tonnes. 2 tonnes de CO2 par habitant, pas plus. Je vous rappelle que pour la France, actuellement, on est plutôt, si on compte les émissions importées, entre 9 et 10 tonnes selon les études. Alors vous avez de grands menteurs, hein, notamment du gouvernement, qui vont vous dire que les Français sont à 6 tonnes de CO2 émis par an par habitant. C'est absolument faux, puisqu'ils ne comptent pas les émissions importées, c'est-à-dire tout ce que l'on va utiliser comme matériel, comme objet, comme vêtements, mais qui ont été fabriqués ailleurs et que l'on va importer. Si vous comptez le transport plus la fabrication de tous ces objets ailleurs, plus aller chercher les matières premières pour fabriquer ces objets, etc., vous êtes à 9-10 tonnes. C'est mieux qu'avant, on était à 12. Alors quand je dis avant, c'était il y a quand même 20 ans. Mais bon, voilà, 2 tonnes, c'est quoi? C'est par exemple que lorsque vous prenez l'avion et vous allez à New York et vous faites un aller-retour, c'est fini. D'accord? Vous n'avez plus le droit d'émettre quoi que ce soit. Donc ça veut dire, en gros, dans l'idéal, vous allez à New York, vous ne faites rien à New York, vous revenez ensuite et vous ne faites rien du reste de l'année. Parce que 2 tonnes, vous les avez déjà utilisées juste pour ça. D'accord? Pareil, juste avec du bœuf, 276 repas avec du bœuf, pif, vous avez fait vos 2 tonnes. D'accord? Pour les repas végétariens, c'est bien plus que ça. Heureusement. Donc ça vaut le coup de réfléchir. On s'est fait un petit calcul l'autre jour avec un pote, c'était pour aller en Bretagne, il vous faudrait aller-retour manger 2 kilos de bœuf, 2 kilos de steak, hein, si vous préférez, pour faire l'équivalent de Toulouse, Bretagne, on a calculé avec Rennes, et Rennes-Toulouse. D'accord? Donc Rennes-Toulouse, Toulouse-Rennes, ou Toulouse-Rennes, Rennes-Toulouse, 2 kilos de bœuf. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire? Bref, donc vous avez vu, c'est pas évident de se rendre compte à quel point 2 tonnes, ça vous met une contrainte terrible. Donc, nos fausses solutions, j'y reviens, ça va être l'éolienne par exemple. C'est pas une mauvaise solution. Elle doit faire partie d'un package de solutions envisagées pour essayer de limiter les dégâts à une seule et même condition. C'est que dans le même temps, on veuille moins consommer, on veuille moins produire. Parce que une éolienne, ne l'oublions pas, c'est 90 tonnes de matériaux composites, la plupart du temps non recyclables, même si on en fait quelques-unes maintenant qui se recyclent. C'est 200 kg à 1 tonne de terres rares, alors ça dépend là aussi des éoliennes. Là on en retrouve beaucoup plus sur les éoliennes offshore que les éoliennes sur terre. 400 litres d'huile, 300 tonnes d'acier, 1500 tonnes de béton et de ferraille. Je rappelle que pour le béton et l'acier, si on cumule les deux, on a près de 15% de gaz à effet de serre dans le monde. Acier, béton. D'accord? Énormément de CO2 rejeté par ces deux activités. Je rajoute que lorsque vous faites un socle de 1500 tonnes de béton et de ferraille, vous imaginez que vous détruisez littéralement un environnement. Surtout, vous ne mettez pas qu'une éolienne, vous en mettez 10, 15, 20, 30. Donc au bout du compte, il y a tout un espace. En plus, il faut faire des chemins, etc., pour des routes, pour les amener, pour ensuite amener les camions qui vont éventuellement les restaurer, les rénover ou les réparer, j'en sais rien. Bref, vous avez tout un environnement qui est ravagé, d'accord? Alors il y a plein d'autres nuisances, mais en l'occurrence, la principale nuisance, c'est l'origine, d'accord? Tout ça est fabriqué ailleurs, probablement en Chine, puis ensuite ramené chez nous. Alors on en produit aussi chez nous, pour celles qui sont offshore notamment, mais beaucoup de matériaux venus d'ailleurs, beaucoup de gaz à effet de serre par la fabrication de l'acier et du béton. Et puis derrière, ça dure entre, on va dire 15 et 20 ans dans le meilleur des cas. D'accord? Donc il faut renouveler régulièrement. Or, on ne sait pas tout recycler. L'acier, on recycle, mais ça demande beaucoup d'énergie encore pour recycler l'acier. Ça fait réfléchir. Hein. Je vais plus loin, c'est la même chose pour les panneaux photovoltaïques. Il en faut tellement par rapport à l'énergie du pétrole, du charbon, du gaz. Il en faut tellement comme pour les éoliennes pour essayer de faire, non pas aussi bien, mais faire pas mal quand même, qu'il vous faut énormément d'espace. Je rajoute que globalement, pour faire un petit carré de panneau photovoltaïque, on dit qu'il faut au minimum 1 litre de pétrole. Plus, là aussi, du fer, de l'acier, etc., des espaces gigantesques.
importé à nouveau de Chine la plupart du temps, et puis c'est du silice. Le silice, c'est du sable. Le sable, c'est une ressource sur laquelle il y a une très très grosse pression depuis pas mal d'années maintenant. J'en reviens sur mes éoliennes. Sachez qu'en plus, si on veut utiliser uniquement des ENR pour remplacer par exemple nos centrales nucléaires, pourquoi pas, moi je veux bien, mais bien sûr, nous on va vouloir que ça fonctionne même s'il n'y a pas de vent. On va vouloir que ça fonctionne même s'il n'y a pas de soleil. Et du coup, il faut des piles à combustible faites à base d'hydrogène. Piles à combustible à hydrogène, l'hydrogène que l'on produit actuellement, il est essentiellement gris. 99% de l'hydrogène que l'on utilise, il n'est pas vert du tout, comme le dit Macron, hein, ou comme espère Macron, pardon. On ne le fait pas encore avec de l'électrolyse, et même si on le faisait avec l'électrolyse, cet hydrogène, ça serait énormément d'eau utilisée, énormément d'énergie électrique utilisée, donc il faut que ce soit forcément une énergie électrique décarbonée, donc nucléaire, voire de l'éolien, donc de l'éolien pour produire une pile à combustible pour pouvoir faire de l'éolien. Oh, le vieux truc de Shadok, ça serait bien compliqué. Sachant que cet hydrogène, il est pour l'instant fait essentiellement à base de gaz, du coup, qui rejette énormément de CO2, voire du méthane. Donc là, on a des solutions, oui, mais à condition de savoir comment c'est fabriqué, d'où ça vient, il faut reproduire chez nous éventuellement, et puis surtout, en fait, ce n'est qu'un accompagnement, parce que vous n'allez pas remplir la France de panneaux photovoltaïques comme ça. Là, ici, on est en Arabie Saoudite, c'est facile, ils ont des déserts gigantesques. Chez nous, heureusement, on a les toits éventuellement, il faudrait équiper tous les toits de ce genre de choses, mais vous n'allez pas pouvoir remplir les campagnes ou les villes de panneaux photovoltaïques et encore moins d'éoliennes. Sachant qu'en plus, vous oubliez le fait que les gens ne sont pas tous d'accord avec ce type d'énergie. Donc vous vous retrouvez avec plein d'autres problèmes. Vous voyez un autre exemple ici, on est toujours en Arabie Saoudite, imaginez la taille que ça représente. Et puis, je vous parlais de l'hydrogène, là on a une usine d'hydrogène vert, on a une expérimentation en Arabie Saoudite. Voilà ce que c'est aussi, hein. D'accord ? C'est pas seulement une petite usine qui va nous faire notre petit hydrogène parce que c'est écolo et ça, non, c'est avant tout une grosse machine qui utilise des millions de litres d'eau, qui utilise énormément d'énergie électrique pour pouvoir fournir ensuite, puisque je vous rappelle qu'il faut casser l'atome d'hydrogène, il faut le séparer de l'eau, hein. Si vous avez de l'eau, c'est H2O, il faut séparer les atomes d'oxygène et d'hydrogène et récupérer justement l'hydrogène pour que derrière on puisse en faire quelque chose, notamment par exemple les piles à combustible ou les moteurs hydrogène qui sont en fait des piles à combustible sur les moteurs électriques. La voiture électrique elle-même n'est pas forcément une solution en soi, ça doit être un accompagnement également pour certains. Par exemple, dans les campagnes, ça peut être une bonne idée, à condition que ce ne soit pas un tank de ce genre-là. Les 2,5 tonnes de voiture, c'est idiot. Ça veut dire que c'est une voiture qui va consommer énormément, outre l'acier qu'elle va consommer, outre les particules fines qu'elle va émettre, parce que plus une voiture est lourde, plus à travers les pneus et les systèmes de freinage, elle va émettre des particules fines qui sont mauvaises pour la santé. Outre ça, on se retrouve avec ici par exemple une borne avec près de 80 kg de cuivre, une batterie gigantesque avec 80 kg de cuivre, plus le lithium, plus le cobalt, etc. Ça commence à faire énormément de choses pour 1 ou 2 passagers. Alors, voiture électrique, oui, pourquoi pas, mais alors dans ces questions, la petite Twingo électrique, neuve ou d'occasion tant qu'à faire, pour les trajets du quotidien quand on est en campagne ou en zone périurbaine. Sinon, il faut développer les transports en commun, tout simplement. Je crois que ça me paraît essentiel. Le recyclage, attention, c'est pas la panacée. Alors certes, on peut tout recycler, c'est chouette, hein, c'est une bonne chose. On sait recycler beaucoup de choses, mais pour le plastique seulement, par exemple, c'est 9% seulement du plastique que l'on sait recycler. Et il n'y en a pas autant qui est véritablement recyclé. On envoie énormément de déchets ailleurs dans le monde pour être recyclés ou pour être stockés parce que tout simplement ils n'ont pas forcément les capacités de recyclage. Et nous, pour le coup, quand on voit ça, on se dit c'est cool, je vais utiliser cet objet et à la fin il sera recyclé. Prenez l'exemple de cette chaise, de cette table, à la fin quand elle sera morte, on va peut-être la recycler effectivement, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'elle vit, elle vit. Donc, si dans 20, 30 ou 40 ans, elle est encore en bon état, on ne va pas la recycler. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin d'avoir d'autres chaises, d'autres tables parce qu'on est plus nombreux, il va falloir les produire. Vous n'allez pas casser une table pour reproduire derrière quelque chose. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est tout le temps en train de produire, et le recyclage, c'est vraiment quelque chose qui est en bout de chaîne à condition que ce soit parfaitement bien fait. C'est-à-dire, une chaise, on refait une chaise. Pas une chaise et on fait autre chose dont on aurait besoin. Et on accumulerait encore des objets. Il faut à un moment donné sortir de cette idée que si je recycle, si je trie mes déchets, tout va bien aller et puis tout ira bien. Non, il faut cesser cesser de consommer, non, en tout cas réduire très fortement sa consommation, enlever tout ce qui est inutile et puis penser qu'on n'a pas besoin d'acheter quelque chose avec un emballage, d'accord ? Faites vos courses au vrac, faites vos courses en vrac, d'accord ?
Évitez les supermarchés si vous le pouvez. De plus en plus, ce n'est pas un modèle viable. Il faut aller dans il faut aider les petites épiceries qui travaillent désormais de plus en plus. Il y en a quelques-unes mais qui se cassent la figure très très vite souvent. Parce que tout simplement, il y a un manque de clients parce que les gens ne comprennent pas que c'est nécessaire de faire comme ça. Ils se disent, ah, sur le marché, ce sera beaucoup plus pratique. Plus pratique, mais derrière, vous participez à l'accumulation de déchets. Je rappelle quand même au passage, une belle ordure de plastique chaque jour. Les solutions, ça va pas être facile à trouver, effectivement. L'adaptation, c'est peut-être ce qui nous reste. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà un retour d'expérience. Par exemple, Cuba, dans les années 90, alors c'est la période spéciale, celui qui en parlait pas mal, c'était Pablo Servigne, après avoir fait un tour là-bas. Alors la période spéciale, grosso modo, c'est Cuba qui dépend énormément pendant des années de l'URSS pour l'énergie, pour l'alimentation, pour plein de choses, et qui se retrouve du jour au lendemain avec la chute du bloc soviétique liée à elle-même. C'est une île qui doit se débrouiller par soi-même, et justement, ils vont pas trop avoir le choix que de s'adapter. Ils ont vécu en fait en quelques mois un effondrement brutal. Et un effondrement brutal, ça veut dire que vous êtes du coup coupé d'énergie éventuellement, et surtout vous ne savez pas de quoi les lendemains sont faits. Et puis l'énergie, vous en avez besoin, vous avez besoin d'alimentation et autres. Alors ils se sont mis à développer tout ce qu'il faut pour se nourrir au moins. Parce que c'est la base de la base pour une société. Se nourrir, c'est pas le confort ou ce genre de choses. D'abord, c'est alimenter l'île. Et partout, dans toutes les maisons, sur une grande partie de l'île, à la place des champs en intensif, etc., on va se mettre à faire des potagers ou des champs en biologique, en agriculture biologique. Ils vont totalement laisser tomber les engrais chimiques, ce qui est normal puisque les engrais chimiques dépendent du gaz, qui était du gaz russe, et les engrais chimiques, ils n'en ont plus tout simplement. Donc il faut apprendre à se débrouiller. Alors ce qui est assez étonnant dans l'affaire, c'est que non seulement ça va fonctionner, mais donc de nos jours, il y a une très grande partie encore de l'agriculture cubaine qui est biologique. Les chercheurs américains, beaucoup de médecins notamment, sont venus voir ce qui se passait sur l'île, parce qu'en fait, au début, bon, ils ont un peu chié quand même, ils ont pris cher, ils ont perdu du poids, ça tombe bien parce que l'obésité commençait déjà à gagner du terrain à cette époque-là, et ils ont gagné du coup en santé, moins de maladies cardiovasculaires, moins d'obésité, des gens qui vivent plus longtemps, etc. Donc les Américains sont venus voir, et en fait leur régime, qui était surtout devenu végétal, du coup, et bio, et enfin, voilà, avec moins de risques pour la santé, devenait finalement une référence. Alors pour autant, c'est pour ça que les Américains se sont mis à manger plus de légumes ou à faire de l'agriculture biologique. En tous les cas, là on a un exemple d'une population qui réagit très vite lorsqu'elle a besoin de se nourrir. Elle ne reste pas à attendre, elle agit. Et puis c'était pareil pour les ressources dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous manquez d'hydrocarbures, vous vous débrouillez. Alors du coup, comme il y avait moins de bus, moins de camions, c'est-à-dire on a regroupé les deux. Donc du coup, les camions, on a d'abord en tout cas transformé les bus. On a enlevé la cabine et au bout du compte, on a fait en sorte qu'ils puissent s'attacher à un camion. Et à partir de là, on a pu faire double emploi, d'accord, plutôt que d'avoir essentiellement des bus d'un côté, des camions de l'autre. Et puis c'est pareil, on a développé des petits stratagèmes. C'est Arthur Keller qui parle à un moment donné de cette obligation, par exemple, de prendre en stop les gens. Si vous ne prenez pas les gens en stop, vous êtes hors la loi. Alors je sais pas ce qu'ils ont, une amende ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, voilà, vous êtes susceptible d'être dénoncé. On prend votre numéro de plaque d'immatriculation, cette personne-là m'a pas pris en stop. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais en tous les cas, voilà, on développe des petites choses comme ça ça ressemble beaucoup à de la débrouille, mais surtout quand vous n'avez pas le choix, quand vous commencez à avoir moins d'énergie, moins d'alimentation, que votre population risque d'aller très mal, on trouve des solutions, on trouve à travers la solidarité des moyens de s'en sortir, et à travers l'ingénierie low-tech. C'est la même chose finalement aussi aux États-Unis, pourtant première puissance économique du monde qui en fait est le symbole du capitalisme, de la croissance, des technologies, etc. Il faut que vous imaginiez que la ville de Détroit, à la suite de la crise économique et financière de 2008, elle a dû se débrouiller. Et donc ils ont lancé le urban farming un petit peu partout, sur des friches, là où avant vous aviez soit des maisons ou plus précisément des ateliers, des usines, etc. Eh bien on a développé l'agriculture biologique là aussi, parce qu'il n'y a pas les moyens d'acheter des tas de produits, etc. Et on a donc du coup régénéré les sols, des mecs se sont mis à
faire des potagers et à apprendre aux autres ou à former les autres en permaculture et autres types d'agriculture biologique. Ils vont même développer l'agroforesterie sur l'extérieur de Détroit. Et ils vont créer un petit marché comme ça local. Alors il faut imaginer quand même qu'on parle d'une ville qui avait quand même une dette faramineuse de près de 18 milliards de dollars, avec la moitié de sa population qui est partie ailleurs, d'accord, qui est migrée, la moitié des maisons qui étaient à vendre, etc. Sauf que ceux qui restent, c'est les pauvres, encore une fois. C'est toujours les mêmes qui n'ont pas les moyens de bouger, donc au bout du compte, ils se sont débrouillés. Et finalement, avec la solidarité, l'apprentissage, la volonté de s'en sortir, ils ont créé un autre modèle. Alors quand je dis ils, c'est pas tout, c'est bien sûr, mais une grande partie, en tous les cas, des gens qui n'avaient pas d'autres moyens que de faire ceci pour s'en sortir, l'ont fait. Donc ça, c'est un bon exemple qui montre que c'est là-dessus qu'il faut agir. Alors, agir aussi sur quoi? Sur notre consommation. Production d'énergie. Alors on a tendance à se dédouaner. La production d'énergie, c'est 25,9% à peu près au niveau mondial des gaz à effet de serre. Et très souvent, ce qu'on va se dire, bah ouais, mais c'est pas moi, c'est les énergies. Donc moi, j'y peux rien. Mais si, parce qu'en fait, toute notre vie fonctionne autour des énergies. Notre travail fonctionne autour des énergies. Notre alimentation fonctionne autour des énergies. Et puis notre manière de nous habiller, nos objets qu'on achète pour Noël ou ce que vous voulez, à un moment donné, il y a besoin d'énergie. Vous consommez moins, il y aura moins besoin d'énergie. Vous consommez moins, il y aura moins besoin d'industrie. Que ce soit d'ailleurs dans tous les niveaux, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie, surtout si vous êtes en meilleure santé du coup grâce à l'alimentation, dans l'industrie du vêtement, des objets, de tout ce que vous voulez, l'automobile, la technologie de tout type. Vous consommez moins, vous réduisez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Divisez votre consommation par 2, par 3, par 4, vous agirez aussi là-dessus. Là, c'est encore plus simple. Imaginons, on avait dit, forêt, agriculture, on additionne les deux, on se retrouve quasiment à 30%. Eh bien, mangez moins de viande, vous participerez moins à la déforestation. Mangez plus de viande du tout, vous ne participez plus à la déforestation. De la même manière, pour l'agriculture. L'agriculture, faut penser que essentiellement, c'est pour produire des céréales. Ces céréales qui seront ensuite envoyées, ou des oléagineux, type colza, ou même le soja, pour être ensuite soit absorbés par des animaux d'élevage, soit pour, le colza par exemple, pour faire des biocarburants ou autres. Réduisez la consommation de viande, réduisez la consommation de besoin de véhicules d'automobile, faites de la mobilité durable et vous agissez aussi là-dessus. Je rappelle aussi au passage comme ça que l'agriculture, rappelez-vous, c'est souvent des rejets de gaz à effet de serre qui sont liés aux engrais chimiques à base de protoxyde d'azote. Mais le protoxyde d'azote, c'est 250 fois plus efficace en termes de réchauffement climatique que le CO2. Ça vaut le coup d'agir là-dessus, vraiment. Si vous arrêtez de manger des produits qui sont liés de près ou de loin, directement ou indirectement à la viande, vous vous débarrassez des problèmes de déforestation et des problèmes de protoxyde d'azote et autres. Et au contraire, essayez de manger du coup des produits plus à base de légumes, de légumineuses, qui peuvent être produits sans produits chimiques, sans faire de très très grandes quantités. Vous libérez en plus de l'espace, donc vous agissez encore une fois sur la reforestation au bout du compte. Les transports, je pense que ça tout le monde est conscient, surtout en France où ça fait plus de 30% de nos gaz à effet de serre. Il faut réduire. Donc ça veut dire que vous achetez des vélos plutôt que des bagnoles. Si vous achetez des vélos au lieu des bagnoles, vous allez forcément changer la donne. Je vous ai mis ici quelques exemples de régimes, vous savez, c'est très à la mode de montrer les flexitarien, végétalien, vegan, le meilleur de tous. Forcément, ça serait celui-ci. Pour autant, on ne va pas forcer toute la planète à être vegan, d'autant plus que derrière, ça met des tas de gens éventuellement au chômage, des éleveurs qui vont disparaître ou autres. Par contre, cependant, être végétarien, outre le fait qu'il y ait vous allez faire en sorte de ne plus participer au mal-être animal, aux émissions de gaz à effet de serre type méthane par la production de bœufs, de vaches, etc. Vous allez peut-être, en étant végétarien ou végétalien, manger, en tous les cas, moins de produits. Alors pour le coup ici, pas de produits animaux du tout. Ici, seulement éventuellement, pourquoi pas, des œufs. Vous conservez juste des poules pour manger des œufs. Voilà, essayez de faire des choses. Alors ça, c'est assez intéressant, flexitarien. Ça, c'est un truc qui a été inventé par le lobby de la viande. Alors, parce que ça vous permet de manger encore de la viande, mais moins. Encore du poisson, mais moins. Mais en gros, surtout, vous continuez de consommer de la viande
et du poisson. Et là, l'objectif des lobbies, c'est de dire oui, on est d'accord, mais n'oubliez pas surtout de continuer à en consommer quand même, parce qu'ils commencent à flipper. Donc ils se sont emparés d'un terme, ils l'ont créé ou ils se sont appropriés de manière à montrer qu'eux aussi sont dans la lutte contre le changement climatique et surtout ils accompagnent le consommateur dans une nouvelle manière de consommer justement. Soutenez les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Il y en a environ 250 000, il y a environ 250 000 mangeurs de produits, souvent, la plupart du temps, biologiques, issus des AMAP. 3600 paysans seulement sont en AMAP. Il faut bien penser à une AMAP, c'est quelque chose de très important. Vous allez justement rémunérer le paysan, tout simplement parce que vous allez donner l'argent que vous estimez nécessaire au début pour avoir vos paniers de 4, 5, 6 kilos, j'en sais rien, tous les mois, toutes les semaines, pardon. Et donc du coup, si vous donnez l'argent avant, ça permet à l'agriculteur de produire en fonction de ce qu'on lui a donné. Ça lui permet aussi d'avoir de l'argent avant et non pas d'être obligé d'aller emprunter à une banque, de s'endetter, etc. Et puis vous, avec un contrat, vous vous engagez éventuellement à aider, à comprendre que s'il y a des ravageurs, etc., voilà, tant pis, c'est bon la pomme cette fois-ci, mais ce ne sera pas tout le temps le cas. Et quand je dis venir aider, ça veut dire par exemple, je sais pas, une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, comme vous le souhaitez, pour faire telle ou telle tâche compliquée qui n'était pas prévue parce qu'il y a eu une attaque de ravageurs de ceci, de cela, ou parce qu'il y a trop de mauvaises herbes, il va falloir désherber, aider, voilà, un petit peu. Dans les campagnes, c'est quelque chose de très très intéressant et ça marche également en ville, bien sûr, et vous créez un petit marché local très intéressant. Donc la base, c'est ça, c'est la sobriété heureuse. On parle beaucoup de sobriété, moi je parlerais même plutôt, parce que sobriété ça veut dire en gros plus rien, quoi. Je parlerais de frugalité heureuse. Donc en gros, travailler moins, gagner moins d'argent, mais du coup, pourquoi? Pour moins consommer, moins faire, avoir moins de stress, donc moins de maladies, etc. On peut voyager moins loin, on peut tout diviser par 2, par 3, par 4. Prenez une douche qui dure 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Prenez une douche tous les 2 jours qui dure que 5 minutes à peine. Voilà, des petites choses comme ça, c'est facile à faire. Voilà. Vous n'avez pas besoin de chauffer toutes les pièces dans lesquelles vous êtes. Vous n'avez pas, voilà, on va voir quelques exemples par exemple. La sobriété, ça passe par pourquoi pas utiliser le vélo plutôt que la voiture. Surtout que maintenant, c'est plutôt les grosses voitures qui sont recherchées. Choisissez le vélo, encouragez les maires des communes à fabriquer des vraies pistes cyclables comme aux Pays-Bas, pas les fausses pistes où on met juste de la peinture sur un trottoir. Faites de vraies pistes cyclables, alors pas vous bien sûr, mais les services techniques de votre commune peuvent faire, après avoir encouragé justement le conseil municipal à voter pour la création de longues pistes comme ça, comme on l'a vu au Danemark pendant le Tour de France 2022, on a de très longues pistes cyclables sur des kilomètres et des kilomètres qui sont véritablement séparés de la route. Du coup, on est en sécurité et on ne pense plus à la peur de se faire shooter par une bagnole, on a moins la flemme, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, on prévoit aussi s'il le faut des kawaii et tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais voilà nous on peut pas parce que s'il pleut, regardez aux Pays-Bas, regardez au Danemark, je suis pas sûr qu'il fasse très très beau et les gens pourtant prennent le vélo. Donc prenez le vélo, si vous avez la flemme, c'est pas grave, il existe le vélo électrique, la batterie elle fait 3 à 4 kg pas plus, ça c'est 150 fois moins d'acier qu'une voiture par exemple, une voiture moyenne, 150 fois moins d'acier, 4 kg seulement de batterie électrique. Donc voilà, il faut développer ce marché-là, hein, d'accord? Il faut acheter éventuellement du neuf. Et c'est possible aussi de le trouver sur ceci, Le Bon Coin. Le Bon Coin vous permet, et c'est l'avenir, hein, il y en a assez de choses désormais. Il faut arrêter autant que possible d'acheter du neuf. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues sur Le Bon Coin qui ne trouvent pas d'acquéreurs et qui vont finir finalement à la déchetterie, ce qui est bien dommage parce que ce sont des choses qui fonctionnent. Donc il faut utiliser ce genre de site. Il faut utiliser Vinted, j'en sais rien. Mais des choses qui vous permettent d'acheter en occasion. Il faut réparer également le plus possible plutôt que de penser tout de suite à me dire ah, c'est pas grave, je vais le jeter et ça sera recyclé parce que ce ne sera pas forcément le cas justement. Il faut utiliser les low-tech désormais le plus possible. Ça c'est un four solaire par exemple. Alors on ne peut pas l'utiliser tout le temps, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais si on peut diviser par 2 la consommation d'électricité en utilisant de temps en temps un four solaire et prendre le temps, parce qu'on est dans la frugalité, donc on a baissé le temps de travail, on a le temps désormais de cuisiner, de faire soi-même, etc. Et bien justement, on peut utiliser plus de temps pour cuisiner tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Moi j'en ai un par exemple, vous ne cuisinez pas vos pâtes en 10 minutes, vous les cuisinez en 20 minutes. Et alors
c'est pas un problème. Par contre, ça va avec un nouveau changement de vie. Vous ne pouvez plus être quelqu'un qui est pressé, effectivement. Il faut sortir de ce dilemme-là. Être pressé, ça veut dire mal manger, mal faire, mal consommer, consommer à outrance parce qu'on estime qu'on l'a mérité. Le problème de l'eau également est très important. Bain et douche, c'est 39% de l'utilisation de l'eau dans un ménage. Il faut que vous imaginiez alors que le bain et la douche ne sont pourtant pas nécessaires. Il existe un truc qui s'appelle le gant de toilette. Le gant de toilette, c'est 10 centilitres d'eau. Hein. D'accord, 25 centilitres si vous voulez vraiment vous rincer et faire parfaitement partout et que vous n'êtes pas maniaque. Mais là, les bains et les douches, on pourrait enlever 39% de notre consommation. Alors bien sûr, il y en a qui vont toujours continuer à vouloir prendre des douches ou des bains, pourquoi pas. Mais dans ces conditions, divisez par 2, 3, 4. Prenez des douches de 3 minutes. Mettez-vous de l'eau tiède aussi, divisé par 2 la chaleur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une douche qui fait 40-45 degrés. Hein. Vous pouvez vous doucher à 20 degrés, il n'y a pas de problème, ça suffit. Et puis pensez aux toilettes. Les toilettes, où elles sont les toilettes, elles sont ici. C'est 20% de l'eau. Vous imaginez que ça aussi, on peut s'en séparer complètement. Chez moi, j'ai des toilettes sèches. Toute personne qui a éventuellement, s'il ne veut pas le faire chez lui, admettons, pourquoi pas, peut le faire aussi dans son garage, peut avoir une petite cabane, un abri de jardin, à l'ancienne, hein, si on veut, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on n'utilise plus d'eau, parce que je rappelle quand même que c'est de l'eau potable. Donc mettre de l'eau potable, enfin mettre du caca et du pipi dans l'eau potable, ça fait un petit peu mal, parce qu'on est en train de se dire que certains pays essayent d'avoir de l'eau, et nous, on met nos déjections dedans. Bon, il faut y penser, on ne fait pas quelque chose de tout à fait normal. En plus de ça, ça vous permet d'avoir un compost par la suite assez riche et de pouvoir engraisser votre jardin. Donc pensez à, pourquoi pas les retenues d'eau hein, aussi, gardez de l'eau, mettez des citernes de récupération d'eau de pluie un peu partout chez vous. Il faut récupérer l'eau le plus possible pour ensuite créer un potager dont on parlait tout à l'heure justement. L'avenir, il est là, dans les petits villages, dans les petites villes, alors pas forcément les villages perdus au milieu de la Creuse, bien évidemment, mais vous avez bien compris qu'une ville, c'est pas vraiment résilient. Les très grandes villes, au-delà en tous les cas de 50 000 habitants, ça devient vraiment compliqué. Il faut que vous compreniez qu'au bout de 48 heures, 72 heures grand max, s'il n'y a plus d'approvisionnement par camion, la ville est en état de siège, d'accord? Et les gens, ils ne restent pas généralement en train d'attendre que ça se passe. Ils vont piller les magasins, ils vont chercher chez les gens s'il y a de la bouffe, et ensuite, en dernier recours, ils vont quitter la ville pour aller dans les campagnes, pour aller voir s'il y a quelque chose à manger, parce qu'ils ne resteront pas à mourir. Donc en fait, il faut créer des structures beaucoup plus petites. Alors quand je dis il faut, c'est facile à dire, mais il faut encourager, en tout cas c'est sûr, les gens à aller plutôt vers les campagnes et construire de petites, enfin pardon, pas construire, participer à la renaissance des anciens villages et des petites villes, plutôt que d'aller continuer ce phénomène de métropolisation qui nous mène totalement à notre perte. Hein, c'est comme ça qu'on en arrive par la suite à des déserts médicaux, à des maisons qui se vident, des villages qui se vident, des services qui disparaissent, des écoles que l'on ferme, etc. Parce que les gens, outre le fait qu'on ferme, on casse les services publics, les gens eux-mêmes, de toute façon, sont attirés par les grandes villes pour des questions de loisirs, de services publics bien évidemment, de transport et autres. Sauf qu'à un moment donné, rappelez-vous, l'énergie, comme elle n'est pas infinie, il va falloir se poser la question de savoir comment on fait pour redevenir résilient. Une petite ville est résiliente. Elle trouvera facilement à manger aux alentours, chez soi. Il y aura de l'entraide entre les voisins. Ce petit village ne demande qu'à grossir éventuellement, mais pas trop, un peu, et profiter alors d'un environnement relativement sain, on espère, parce que bon voilà, si c'est de l'intensif, c'est mort. Mais en tout cas, il faut régénérer malgré tout les sols aux alentours, recréer des ceintures vertes autour de villes qui ne demanderaient qu'à grandir. 1000 habitants, bah, c'est pratique, mais il manque beaucoup de choses. Bah, il faut grandir un petit peu. Le but étant de ne jamais dépasser 5000, 8000 habitants. Si c'est plus, bon, bah, c'est plus, bah, c'est pas grave. Mais en tous les cas, il faut des petites structures. L'avenir est à la tiny house également. Hein. On n'a pas besoin d'avoir grand. Plus vous avez petit, moins vous avez de dépenses. Moins vous avez de dépenses, plus vous avez de temps, parce que vous n'avez pas besoin de travailler plus, etc. Il faut sortir de l'idée de carrière à mener pour avoir plus grand, pour avoir plus gros, pour avoir plus gros que le voisin, etc. Achetez petit ici et plus grand à l'extérieur éventuellement. Ou si vous avez besoin, si vous voulez bien partager, si vous voulez bien communiquer avec vos voisins, vous aurez la libre possibilité de profiter de leur savoir-faire et de leur richesse, et vous de même.